Tu savais que les spinosaures possèdent les mêmes glandes à sel que l'on retrouve chez les oiseaux? Salut, moi c'est Sarah Damas, étudiante en première année de biologie-géologie à l'UBO. Bienvenue dans le podcast La science en anecdote, et aujourd'hui on va parler d'une découverte de paléontologie qui alimente le lien entre oiseaux et dinosaures. Comme à chaque fois, toutes les sources utilisées ainsi que le script sont disponibles dans la description. Tu savais que l'arbre à thé est un camélia? Tu savais que la mine de ton crayon a la même composition qu'un diamant? Tu savais que l'être humain ne peut pas sentir le mouillé? Tu savais que le rose n'existe pas dans le spectre lumineux des couleurs? Tu savais que le cacao est hydrophobe? Tu savais? 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 La science en anecdote, le podcast qui décortique les anecdotes scientifiques les plus insolites. Le 22 mai 2026, un article paru dans Historical Biology, une revue de paléontologie, a révélé une nouvelle similarité entre les oiseaux, cette fois les oiseaux pélagiques, et les dinosaures. En effet, même si c'est toujours contesté par quelques paléontologues, le fait qu'un certain groupe de dinosaures ait évolué pour donner les oiseaux est largement accepté dans la communauté scientifique. Et je vais d'abord vous parler du spécimen qui a permis d'identifier ce lien. C'est dans les années 1860, dans une carrière de calcaire bavaroise, que sont découverts les premiers fossiles d'Archaeopteryx, littéralement ailes antiques, autrefois considérés comme le chaînon manquant dans l'évolution des oiseaux. Vieux de 150 millions d'années, donc durant le Jurassique, ces fossiles, d'un état de conservation exceptionnel, éveillent la curiosité des scientifiques. De loin, on pourrait conclure rapidement que ce sont des oiseaux. Des plumes assez développées pour former des ailes, un bassin orienté vers l'arrière et une fourchette, os résultant de la fusion des clavicules et essentiel au vol battu. Pourtant, cet étrange animal à plumes possède aussi une queue osseuse et une mâchoire aux dents pointues, ce qui le rapproche des dinosaures. En plus de ça, Thomas Huxley, éminent scientifique de l'époque, fit remarquer les nombreuses similarités entre Archaeopteryx et Compsognathus, un petit dinosaure possédant des os fins et légers et ayant vécu à la même période. J'aimerais faire une parenthèse et rappeler le contexte historique de l'époque. On est dans les années 1860, l'origine des espèces de Darwin, qui expose pour la première fois la théorie de l'évolution, n'a qu'une dizaine d'années et est encore largement contestée. Le premier dinosaure a été découvert en 1824 et les connaissances sur ce groupe sont encore très limitées. Ainsi, quand on découvre Archaeopteryx, les seuls êtres vivants à plumes que l'on connaît sont les oiseaux. Donc la possibilité que le rouge-gorge ait évolué à partir d'un prédateur de 12 mètres de long, 8 tonnes et couvert d'écailles, est rejetée pendant plus d'un siècle par manque de preuves tangibles. Archaeopteryx est alors considéré comme un oiseau bizarre, et les dinosaures restent des reptiles, au même titre que les lézards et les crocodiles. Mais au fil des années, de nouvelles découvertes sont faites, tant au niveau des fossiles que des outils permettant leur étude. Tout d'abord, de nombreux dinosaures à plumes vont tour à tour être découverts, notamment en Chine, dans la province du Liaoning, comme Deinonychus, Microraptor, Anchiornis ou Eutyrannus. Même si la présence de plumes ne prouve pas tout, car cela pourrait être une simple convergence évolutive, cela a ravivé le débat depuis les années 1970 et est encore en cours. La convergence évolutive, c'est le fait que deux groupes développent un même caractère sans pour autant avoir un lien de parenté. L'exemple le plus connu est la présence d'ailes chez les oiseaux et les chauves-souris. Les ailes sont apparues car les contraintes environnementales étaient les mêmes, mais les oiseaux et les mammifères n'ont aucun lien de parenté. Ensuite, les techniques d'analyse de fossiles ont considérablement évolué depuis le 19e siècle. Par exemple, quand on regarde au microscope les os d'Archaeopteryx, on remarque que ceux-ci sont faiblement vascularisés, ce qui le rapproche plus du dinosaure que de l'oiseau. Dans cet épisode, je ne vais pas exposer tous les arguments avancés par les scientifiques pour consolider l'hypothèse que les oiseaux sont des dinosaures, parce que ça prendrait beaucoup trop longtemps. Mais vous trouverez en description des ressources qui abordent ce sujet plus en profondeur. Je veux conclure cette première partie d'épisode en disant qu'aujourd'hui, la majorité des paléontologues admettent que les oiseaux appartiennent au groupe dinosaurien des théropodes, groupe auquel appartiennent les dinosaures bipèdes et carnivores, tels que le Tyrannosaurus rex, le Carnotaurus, l'Allosaure, le Dilophosaure, etc. Donc techniquement, la poule ne descend pas du T-Rex, mais ils restent de relativement proches parents. A noter qu'il existe encore quelques paléontologues qui ne croient pas que les oiseaux soient des théropodes. Ils se nomment les BAND, B-A-N-D, Birds are not dinosaurs, et croient que les oiseaux et les théropodes ne sont si similaires que par une évolution convergente. Ils soutiennent l'hypothèse selon laquelle les oiseaux descendent des tecodontes, un groupe de reptiles ayant vécu à la fin du Permien et durant le Trias. Aujourd'hui, il ne reste plus beaucoup de gens qui croient à cette hypothèse, par manque de preuves, mais je me devais de le mentionner et vous trouverez également de la documentation sur le sujet en description.
Et c'est maintenant que je reviens à l'article qui m'a poussé à faire cet épisode. Le 22 mai dernier, Andrea Co, paléontologue italien et son équipe publient Glandes à sel semblables à celles des oiseaux chez les Spinosauridés. Dans cet article, ils exposent leur découverte. Les Spinosauridés, dinosaures iconiques du Crétacé, possédaient le même type de glandes à sel que les oiseaux pélagiques d'aujourd'hui. Tout d'abord, les Spinosauridés, c'est une famille de dinosaures théropodes qui compte notamment le genre Baryonyx et le genre Spinosaurus. Tous deux partagent des caractéristiques très intéressantes, un crâne de forme très allongée semblable à celui des crocodiliens, ainsi que des dents longues et lisses qui montrent que ces dinosaures se nourrissaient de beaucoup de poissons, car ces dents permettent d'empaler des proies glissantes. Dans la suite de cet épisode, je vais surtout parler des spinosaures car ce sont les plus connus, mais gardez en tête que l'article s'est basé sur de nombreux crânes différents de Spinosauridés. Donc déjà, il y a deux espèces de spinosaures. Spinosaure aegyptiacus et Spinosaure mirabilis. Ces deux espèces ont vécu il y a environ 100 millions d'années, durant le Crétacé inférieur, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Nord. À l'époque, la région est composée d'immenses deltas fluvio-marins, donc de fleuves qui se jettent dans la mer, ce qui crée des lagons, des mangroves, etc. On sait aujourd'hui que les spinosaures étaient semi-aquatiques grâce à plusieurs choses. Premièrement, là où on trouve des ossements de spinosaures, on trouve aussi des ossements de poissons, comme le sélacanthe, et on a même trouvé donc des dents de spinosaures plantées dans les vertèbres de ces poissons. Ensuite, les Spinosauridés possèdent des os des membres très denses, ce qui est courant chez les animaux semi-aquatiques, comme les hippopotames ou les crocodiles. Aussi, une analyse de l'oxygène fixé dans les os et les dents des Spinosauridés montre un taux d'oxygène bas, ce qui montre qu'ils évoluaient dans un environnement aquatique car l'oxygène y circule moins. Et enfin, les spinosaures possédaient une queue semblable à celle des tritons et des crocodiles qui leur permettait de nager. On pourrait donc penser que vivre dans un environnement semi-aquatique aurait poussé les Spinosauridés à développer le même type de glandes à sel que chez les oiseaux pélagiques, dont je vais vous parler dès maintenant. Je voulais aussi préciser que cette partie vient du sujet de grand oral d'un ami, donc merci beaucoup à lui de me l'avoir envoyé et d'avoir répondu à toutes mes questions. Pour commencer, les oiseaux pélagiques, c'est des oiseaux qui dépendent de la haute mer et qui y vivent pendant toute leur vie, sauf pour la reproduction. Parmi les plus connus, il y a les manchots, les albatros, les cormorans, les goélands et les macareux. Comme vous pouvez vous en douter, ces oiseaux ont très peu d'accès à l'eau douce et doivent boire l'eau de mer qui a une concentration en sel comprise entre 30 et 40 grammes par litre. Et ingérer autant de sel sans aucun système pour l'évacuer, c'est fatal. En effet, le sel va provoquer la déshydratation des cellules par un phénomène d'osmose. En gros, l'eau dans les cellules, elle se déplace du milieu le moins concentré en sel vers le plus concentré pour assurer un équilibre. Donc si à l'extérieur de la cellule il y a beaucoup de sel, toute l'eau des cellules va partir pour rééquilibrer le milieu, mais du coup, ça va déshydrater la cellule et la faire mourir, et à l'échelle de tout le corps, c'est très dangereux. Chez la majorité des animaux, ce sont les reins qui effectuent la régulation osmotique, mais chez les oiseaux pélagiques, ce n'est pas suffisant. Ils ont donc développé des glandes à sel. Elles sont situées au niveau des orbites, donc au-dessus des yeux, et sont connectées aux narines. Elle s'active lorsque l'hypothalamus détecte une augmentation de la concentration en ions Na+ et Cl-, donc de sel, dans le sang. Il va ensuite envoyer un message nerveux qui va provoquer la libération d'hormones. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, mais l'hypothalamus, c'est une région du cerveau, qui fait le lien entre message nerveux et hormones. Ces hormones vont se fixer sur les cellules des glandes à sel et activer des pompes qui vont faire passer les ions Na+ et Cl- depuis le sang vers les canaux des glandes qu'on appelle lumens. Et enfin, ce qui va sortir des narines, c'est un liquide fait d'eau 5 à 6 fois plus concentré en sel que le sang. Ces glandes permettent donc aux oiseaux pélagiques de boire l'eau de mer sans aucun problème. On retrouve aussi ce genre de glandes chez les tortues marines et les iguanes qui expulsent le sel soit sous forme de larmes très concentrées pour les tortues, soit sous forme de cristaux qu'ils éternuent pour les iguanes. Mais du coup, elle donne quoi cette étude ? Les chercheurs ont analysé 6 crânes de Spinosauridés, Irritator challengeri, Ceratosucops inferiedos, pardon pour ma prononciation désastreuse, Baryonyx valkyrie et plusieurs spécimens de spinosaures, mais je n'ai pas trouvé quelle espèce précisément. Jusque-là, on avait trouvé des preuves de glandes à sel seulement chez les dinosaures aviaires et chez d'autres dinosaures comme l'allosaure. En effet, ce genre de glande peut aussi servir si on évolue dans un environnement particulièrement aride, comme ça aurait pu être le cas pour l'allosaure.
Et après analyse des crânes grâce à des scanners et des photographies haute résolution, ils en sont venus à la conclusion que ces spécimens possédaient des fosses dans la région supraorbitaire, donc toujours au-dessus des yeux, qui accueillaient très probablement des glandes à sel. Cela confirme deux choses. Premièrement, que les spinosauridés vivaient bel et bien dans des milieux semi-aquatiques et parfois marins, étant donné qu'ils ont dû se doter de glandes à sel pour s'y adapter. Et cette étude confirme aussi encore plus le lien entre les dinosaures et les oiseaux. C'est la première fois que l'on retrouve des preuves de présence de glandes à sel chez des dinosaures non aviaires, donc dont le groupe n'a pas évolué pour donner des oiseaux, et ayant vécu dans des milieux semi-aquatiques. Avec la description de Spinosaurus mirabilis en février 2026 par Paul Sereno et son équipe, cette étude renforce la curiosité autour des spinosauridés, dont on sait à la fois beaucoup et pas grand-chose. J'ai hâte de voir quelles autres caractéristiques inédites les paléontologues vont découvrir chez l'iconique spinosaure. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu et que je vous aurai appris des choses. Comme vous avez pu le voir, j'ai énormément réduit le rythme des épisodes afin de faire un travail de recherche et d'écriture plus approfondi et de meilleure qualité. Mais ne partez pas tout de suite, j'ai une annonce à vous faire. Je vais créer un blog où vous pouvez retrouver tous les scripts des épisodes sous forme d'articles avec plus d'images, comme ça vous pourrez lire les épisodes sans les écouter et surtout avoir accès à tous les scripts sans devoir fouiller chaque description. Ça prend énormément de temps de configurer le site, le faire tout beau, etc., mettre les articles dessus. Mais vous pouvez voir l'avancée sur Instagram, donc pareil, tout en description, et puis quand il sera disponible, je vous préviendrai dans l'épisode où il sera disponible. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. Sur ce, moi je vous laisse, je pars à la recherche d'une nouvelle idée d'épisode. Bisous! Many people feel small because they're small and the universe is big, but I feel big because my atoms came from those stars. Now, not everyone thinks physics is fun, but I do. Je crois que ce qui est unique pour le savant, c'est qu'il lui faut non seulement chercher la vérité, mais la proclamer. I propose a toast to evolution. May we use it well.